La plupart des écoulements qui nous sont familiers sont turbulents. Ils varient sans cesse au cours du temps de manière très irrégulière et non reproductible. Dans une rivière, les tourbillons de différentes tailles qui se déplacent au fil du courant donnent à l'écoulement un caractère très désordonné. Dans l'atmosphère, les fluctuations météorologiques sont de plus grande dimension. Elles peuvent être visualisées grâce au cinéma accéléré. Sans donner une définition précise, retenons simplement qu'un écoulement turbulent est un écoulement désordonné. Et examinons sur quelques cas concrets les principaux effets de la turbulence. Tout d'abord, la turbulence dissipe de l'énergie. Cet effet est utilisé par exemple lors de l'évacuation du trop-plein d'un barrage. L'écoulement est guidé par un seau de ski qui favorise une forte turbulence. L'énergie cinétique est dissipée en chaleur. On évite ainsi une érosion importante au pied du barrage. La turbulence joue aussi le rôle de mélangeur. Cet effet est capital dans tous les problèmes de dilution. C'est le cas pour la vapeur d'eau à la sortie d'une tour de réfrigération où on cherche à obtenir une dilution la plus rapide possible avec le milieu ambiant. Un autre exemple peut être pris dans le domaine de l'hydraulique interne. Lors de l'arrêt d'urgence d'un réacteur nucléaire, la baisse très brutale de la température du fluide à la sortie du cœur provoque l'arrivée d'un fluide froid dans un milieu ambiant chaud. La visualisation du jet froid par un colorant permet de mettre en évidence sur une maquette l'importance des mécanismes de turbulence pour le mélange. Celui-ci est déterminant pour l'évolution des températures sur les parois. Retenons de ces quelques exemples que la turbulence se manifeste par un grand désordre qui conduit à une forte dissipation et crée un mélange. Pour comprendre un peu mieux ces phénomènes de dissipation et de mélange, essayons de répondre à trois questions. Comment apparaît la turbulence? De quoi se compose le mouvement turbulent et d'où provient la dissipation? D'où provient le mélange turbulent et quels en sont ses effets? Tout d'abord, comment apparaît la turbulence? À faible vitesse, un écoulement n'est pas en général désordonné. Lorsqu'on ferme un robinet, par exemple, l'écoulement devient régulier. Dans un tuyau, l'écoulement peut être également régulier. Le profil de vitesse est alors parabolique. De tels écoulements sont appelés écoulements laminaires. Une expérience simple réalisée pour la première fois par Reynolds en 1886 permet d'étudier la transition du régime laminaire au régime turbulent. On cherche à créer un écoulement de débit constant dans un tuyau. Pour cela, on dispose d'un réservoir dont on maintient le niveau à une cote fixe. Sur ce réservoir, on branche une canalisation munie d'une embouchure profilée afin de réduire au maximum les perturbations à l'entrée. L'écoulement est visualisé par une injection de colorant. Pour un niveau donné dans le réservoir qui correspond à une faible vitesse dans la conduite, l'écoulement est régulier et le filet de colorant reste stable. Si on augmente la vitesse, des oscillations du filet de colorant apparaissent. Pour une vitesse encore plus grande, l'écoulement est complètement désordonné, il est devenu turbulent. Les grandeurs qui interviennent dans cette expérience sont la vitesse moyenne V dans la conduite, son diamètre D, la viscosité cinématique nu du fluide. Ces trois grandeurs permettent de construire un seul nombre sans dimension, le nombre de Reynolds, Vd sur nu, qui caractérise le régime d'écoulement. L'expérience montre que la transition apparaît pour une valeur critique de 2500 dans des conditions normales. Ainsi, dans une conduite de 10 cm de diamètre, la transition apparaît pour de l'eau à une vitesse de 2,5 cm par seconde, qui est une vitesse faible. Pour de l'huile 200 fois plus visqueuse,
La transition apparaît pour une vitesse 200 fois plus forte, soit 5 mètres secondes. Ce filet de fumée est plus chaud que l'air ambiant. Plus léger, il est donc soumis à une poussée d'Archimède et s'accélère. À partir d'une vitesse correspondant au nombre de Reynolds critique, il devient turbulent. Des tourbillons apparaissent qui engendrent des fluctuations dans l'écoulement. Leur production est forte dans les zones où les gradients de vitesse sont élevés. Ainsi, les tourbillons sont créés au bord d'un jet entrant dans un fluide au repos. Différentes tailles de tourbillons sont présentes simultanément dans un écoulement turbulent. C'est le cas ici dans le sillage d'un jet. On dit qu'il existe différentes échelles de tourbillons. Plaçons-nous en un point fixe de l'écoulement. Considérons un tourbillon de grande échelle transporté par l'écoulement et examinons les fluctuations de la vitesse au point M. L'enregistrement de cette vitesse fait apparaître une fluctuation de grande période ou de basse fréquence. Considérons maintenant un tourbillon de petite échelle. Son passage engendre une fluctuation de période plus faible ou de haute fréquence. Des tourbillons de différentes tailles produisent donc des fluctuations de différentes périodes. Dans la pratique, la mesure de la vitesse instantanée est effectuée à l'aide d'un rayon laser. C'est l'effet Doppler provoqué par le passage de fines particules dans l'écoulement au point de mesure qui permet d'en déduire la vitesse. À partir du signal de vitesse instantanée, on définit la vitesse moyenne notée U bar au point considéré. La vitesse U est alors la somme de U bar et de la fluctuation U'. La variance du signal égale à U' de bar est proportionnelle à l'énergie cinétique du mouvement turbulent. Elle caractérise l'intensité de la turbulence au point considéré. Un tel signal de vitesse instantanée fait bien apparaître les différentes échelles de temps correspondant aux différentes tailles des tourbillons présents dans l'écoulement. On observe que les fluctuations de grandes périodes provoquées par les grands tourbillons correspondent à de grandes amplitudes et que les fluctuations de petites périodes provoquées par les petits tourbillons correspondent à de petites amplitudes. Ce résultat se retrouve sur le spectre du signal qui représente l'énergie turbulente portée par chaque fréquence. La majeure partie de l'énergie est portée par les basses fréquences, c'est-à-dire les grands tourbillons. Les fluctuations de haute fréquence correspondant aux petits tourbillons ont une énergie plus faible. Ils ont un effet négligeable sur l'image générale de l'écoulement, mais ils jouent cependant un rôle fondamental. En effet, c'est à l'échelle des plus petits tourbillons que se produit la plus grosse part de la dissipation visqueuse, c'est-à-dire la transformation de l'énergie cinétique en chaleur par la viscosité. Ainsi, le passage d'une grille dans un fluide au repos crée des tourbillons de différentes tailles. Les plus petits tourbillons disparaissent les premiers par dissipation visqueuse. Un schéma d'ensemble des transferts d'énergie permet d'intégrer toutes ces observations. L'énergie est apportée aux gros tourbillons par le mouvement moyen, et il existe un flux d'énergie des gros vers les petits, qui eux dissipent l'énergie en chaleur. En résumé, les fluctuations que l'on observe dans un écoulement turbulent sont dues à la présence de tourbillons de différentes échelles. L'énergie turbulente, principalement portée par les gros tourbillons, est transmise aux petits qui la dissipent. Une autre caractéristique très importante des écoulements turbulents est le mélange qu'ils provoquent. Examinons tout d'abord un problème simple. Une particule est déplacée en choisissant au hasard sa vitesse à chaque instant. Cette particule a donc une trajectoire très irrégulière. Si on déplace de cette manière des particules initialement regroupées, elles se dispersent progressivement dans tout l'espace.
l'effet du transport par un champ de vitesse aléatoire se traduit par une diffusion ou un mélange. De manière analogue, les fluctuations de vitesse d'un écoulement turbulent vont provoquer un mélange d'autant plus important que l'intensité de la turbulence est plus forte. Ce mélange aura pour effet de diminuer les gradients des grandeurs transportées par l'écoulement. Ainsi, comme on l'a vu précédemment, le mouvement turbulent dans une conduite tend à homogénéiser la concentration du colorant. Le mélange turbulent modifie également les profils de vitesse moyenne. Examinons plus en détail l'écoulement dans une conduite. Nous avons déjà vu que dans le cas laminaire, le profil de vitesse est parabolique et très stable. Dans le cas turbulent, les profils de vitesse instantanés ne cessent de fluctuer. L'opération de moyenne des vitesses conduit à un profil plat dans la zone centrale de la conduite. C'est le mélange turbulent dû aux fluctuations importantes au cœur de l'écoulement qui tend à égaliser la vitesse moyenne des différents filets fluides. Par contre, l'adhérence du fluide à la paroi entraîne à débit égal une augmentation du gradient de vitesse moyenne à la paroi par rapport au profil laminaire. La contrainte qui est proportionnelle à ce gradient est plus importante dans le cas turbulent. À débit égal, la perte de charge est plus grande. On retrouve ici le caractère fortement dissipatif des écoulements turbulents. En résumé, le mélange turbulent est dû aux fluctuations de vitesse. Ce mélange agit sur toutes les quantités transportées par l'écoulement comme une concentration, une température, mais aussi sur la vitesse elle-même. Il en résulte une diminution des gradients de profil moyen, là où les fluctuations sont importantes. Les exemples que nous avons étudiés pour répondre aux trois questions initiales nous ont permis de découvrir les principales caractéristiques des écoulements turbulents. Mais comment peut-on prédire de tels écoulements dans les cas les plus complexes? La technique des modèles réduits est couramment utilisée. Des règles de similitude permettent alors de passer des résultats mesurés sur la maquette aux grandeurs réelles. Une autre voie consiste à résoudre numériquement les équations de la mécanique. La description complète d'un écoulement fluctuant étant inaccessible, on résout généralement les équations du mouvement moyen en introduisant des termes supplémentaires pour tenir compte des effets de la turbulence. Ces termes supplémentaires forment ce que l'on appelle un modèle de turbulence. Dans la plupart des applications, la connaissance du champ des vitesses moyennes est suffisante. Le cas le plus simple est celui où la turbulence peut être considérée comme isotrope. Dans ce cas, les effets de la turbulence sur le champ de vitesse moyenne peuvent être modélisés par une diffusion appelée diffusion turbulente. Ce modèle de turbulence a été utilisé par exemple pour prédire l'écoulement dans cette cavité cubique. L'eau entre par une fenêtre en haut d'une des faces du cube et ressort par une fenêtre située en bas de la face opposée. Le calcul fournit le champ tridimensionnel des vitesses et on peut suivre le mouvement de particules transportées par l'écoulement. Ceci permet en particulier la visualisation de l'écoulement obtenu dans une tranche quelconque de la cavité. De tels calculs sont encore trop lourds pour être utilisés couramment et ne permettent pas dans tous les cas une description satisfaisante des écoulements. La confrontation des résultats calculés avec des mesures sur une installation expérimentale permet cependant d'améliorer les modélisations prises en compte. C'est dans cette voie que sont menées actuellement de nombreuses recherches pour améliorer la prédiction des écoulements turbulents.